Impôt sur la fortune immobilière, prélèvement forfaitaire unique, va falloir s'habituer à ces termes-là. 5 milliards d'euros, c'est pas rien, sont mis sur la table par le gouvernement pour faire baisser la pression fiscale sur le capital, sur l'épargne des ménages. Qui va vraiment en profiter? On voit ça avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, avocat associé au cabinet Franklin. Est-ce que c'est pas volontairement, on va être schématique, mais si on résumait un peu les choses, on ira dans le détail des mesures après. Si on devait résumer, est-ce qu'on peut dire qu'avec ces deux mesures, l'IFI et le PFU, les grands gagnants déjà, est-ce qu'on peut dire que ce sont les gros contribuables qui n'ont pas ou peu d'immobilier? C'est eux vraiment les grands vainqueurs? Le grand gagnant, c'est la grande fortune investie en actions qui procure de gros dividendes. Ça, c'est les grands gagnants. PFU, 30%, pas d'ISF. Donc quand on est à plus de 45% sur la tranche marginale, et que par ailleurs on est aussi taxé sur la contribution exceptionnelle sur les revenus, qui peut aller jusqu'à 4%, c'est un avantage incontestable. Les grands perdants, mais c'est à nuancer parce que quand on est à l'ISF, si on a déjà un pan de son ISF qui s'en va, mais si on est massivement investi en immobilier, qu'on le fait au travers d'un mécanisme d'endettement fort, notamment avec des prêts in fine, et qu'on a de gros revenus, parce qu'on verra que on ne peut pas déduire du passif l'impôt sur le revenu dans cet IFI, eh bien à ce moment-là, on est plus perdant qu'on pouvait l'imaginer. Donc, les grands perdants, donc dit encore plus simplement, ce sont les propriétaires immobiliers qui ont beaucoup... Qui ont des gros revenus. Propriétaires bailleurs, donc propriétaires bailleurs, gros revenus et un endettement fort sur des volumes importants. Parce qu'on va voir pourquoi, quelles sont les conditions, et notamment au regard de la déductibilité du passif qui devient plus limitée. Alors, on prend les deux mesures l'une après l'autre. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, le principe c'est que plus on a de l'immobilier dans son patrimoine, moins on y gagne, ça c'est clair. Oui, mais si avant j'avais un patrimoine en immobilier et en non immobilier, je ne serais taxé que sur l'immobilier. Donc ça, c'est pas très grave. Je réduis donc dans tous les cas. Ça ne change pas. Mais ce qui peut changer, c'est qu'autrefois, j'avais la faculté de déduire un certain nombre de choses. Dans les choses que je pouvais déduire, que je pouvais inscrire au passif, il y avait... Quand je n'ai que de l'immobilier. Quand je n'ai que de l'immobilier. Quand je suis 100% immobilier. Ça arrive, il y a des gens qui sont quasiment 100% immobilier. Il y a des fortunes qui se sont faites quasiment et qui sont toujours dans des rollovers de dette, si je puis dire, et qui réinvestissent massivement et qui ont un patrimoine immobilier fort. Eh bien, ces personnes, ce que l'on sait, c'est que l'impôt sur le revenu n'est pas déductible. Si elles ont un fort revenu foncier, dans tous les cas, le revenu qui provient du revenu foncier exclusivement, ou le revenu en général, si par ailleurs ils travaillent dans telle ou telle activité et qu'ils gagnent très bien leur vie, ils ne pourront pas déduire au passif cet impôt sur le revenu. Ils ne pourront pas déduire au passif non plus la taxe d'habitation pour ces biens qu'ils occuperaient, que ce soit à titre de résidence secondaire, que ce soit à titre de résidence principale. Par ailleurs, au titre des prêts qu'ils auraient consenti ou qu'ils auraient souscrit de façon in fine. Le prêt in fine, vous savez, c'est un prêt où vous achetez un bien pour 1 million et vous souscrivez la totalité en prêt et vous paierez dans 10 ans, dans 15 ans. On rembourse le capital au moment tout à fait à la fin et vous payez les intérêts. Eh bien ça, c'est on paye les intérêts pendant la durée du prêt. Pendant la durée du prêt. Alors ça n'est pas interdit, mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous prenez un emprunt in fine sur 5 ans, eh bien on va linéariser ce prêt comme s'il était amorti. Donc ce qui veut dire que la première année, vous avez la totalité du prêt, la deuxième année sur 5 ans, vous avez 20% de moins, et ainsi de suite. Donc ça va déjà freiner la capacité des déductions. La deuxième chose, c'est que si vous avez des biens qui sont supérieurs à 5 millions d'euros en valeur, on va vous permettre de déduire jusqu'à 60% en totalité du prêt. Et pour les 40% qui restent, on les limitera à la moitié de ces 40%. J'achète un bien pour 10 millions, si j'ai bien compris ce qui était dit. Je vais pouvoir déduire 6 millions de dettes. Et dans les 40% qui restent, dans les 4 millions, je ne pourrai en déduire au maximum que 2. Donc si j'avais prévu mes calculs financiers, et donc ces calculs financiers vont être perturbés par ce mécanisme, eh bien je ne pourrai déduire que 80% de la dette, et non plus 100%. Et non plus 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer quelque chose et qui va affecter forcément, on n'a pas encore fait tous les calculs, mais qui va affecter les propriétaires. Maître, vous mentionnez ce chiffre de 10 millions d'euros. On sait qu'au-delà de 10 millions d'euros de patrimoine, 90% du patrimoine est en action. C'est là où on se dit que c'est tout bénef pour ces contribuables-là. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Ce qui veut dire qu'il est possible d'imaginer qu'il y aura un transfert d'immobilier, c'était ce qui était voulu et ce qui avait été annoncé pendant la campagne, de cet immobilier vers le mobilier. Mais là où il y a quelque chose qui pêche et où je trouve que le système n'est peut-être pas tout à fait fini, c'est qu'aujourd'hui, pour bénéficier d'une exonération de plus-value quand vous êtes un particulier, il faut attendre 22 ans pour la plus-value et 30 ans pour la CSG. Ce qui veut dire que
finalement, dans votre vie, des périodes de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, parce que vous investissez généralement après 30 ans, donc il vous en resterait 2. Et puis, par ailleurs... Au mieux. Au mieux. Et puis, par ailleurs, ça veut dire que l'administration fiscale ne touche les droits d'enregistrement, qui sont de l'ordre de 6% au moment des ventes, qu'une fois au bout de 30 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des personnes qui vendent avant. Et donc, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il serait intéressant de réduire cette période pour qu'on aille de pair avec ça, de façon à ce qu'on facilite justement les transferts de l'immobilier vers l'immobilier. Que l'ambition soit facilitée par justement... Voilà. C'est les abattements pour durée de détention dans l'immobilier, c'est pareil, c'est ça? Alors, c'était les abattements que nous avions dans le passé. Mais qui n'ont pas été touchés dans le projet de budget, pour le coup. Et qui n'ont pas été touchés dans le projet de budget. Est-ce que cet impôt sur la fortune immobilière, qui va rapporter 5 fois moins aux caisses de l'État, est-ce que selon vous, ça peut retenir celles et ceux qui vont partir? C'est ça l'objectif. Je ne dis pas faire revenir ceux qui sont partis, mais déjà ceux qui hésitent à partir. On va dire que si on prend juste des impressions dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner dans l'avenir, il faudra bien voir ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Premièrement, c'est très clivant, et on le voit bien, entre des fortunes mobilières et des fortunes immobilières. C'est assez clivant parce que finalement, ceux qui sont de l'autre côté de la vitre et qui ne paient pas de taxes sur la fortune parce qu'ils sont investis, ils vont se dire « Ah ah ah, vous voyez, on avait raison, on vous l'avait dit ». Ça, c'est clivant. C'est probablement le retour des boursicoteurs, puisque, revenons sur ce que vous disiez, non, on n'aura plus le bénéfice de la... quand on sera sur les valeurs mobilières, puisqu'on est à la flat tax, y compris sur la plus-value, eh bien dans ces cas-là, j'ai plus besoin d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Sauf quand, dans le cas des pigeons à qui on a maintenu le... Évidemment, c'était un fonds de commerce de Monsieur le Président de la République, donc c'était normal qu'ils maintiennent ça. Ça retient ceux qui veulent partir, ça c'est indéniable. Notamment, ça retient le chef d'entreprise qui avait un outil professionnel exonéré, qui se retrouvait avec des actifs liquides puisqu'il avait vendu, et qui prenait l'ISF sur la tête et qui disait « je ne sais pas le gérer ». Parce que le chef d'entreprise qui a un cadre complet, qui vit sur des flux, se retrouve avec un capital défini et qui ne sait pas bien gérer, ce n'est pas son métier. Donc il est inquiet. Là, déjà, la partie de l'ISF relevant de ce capital ne va plus être taxée. Ceux qui veulent rentrer, aujourd'hui, ils vont faire une prime à la confiance. Ils vont dire oui, on veut bien rentrer, mais si ça change dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou dans 5 ans, donc ils vont attendre. Mais ils sont très attentifs, il est clair. Donc vous me le disiez, c'est aussi le retour des boursicoteurs, cet impôt sur la fortune immobilière? Alors, c'est le risque, c'est le risque. Si on a un arbitrage et si on met ça de pair avec l'investissement uniquement mobilier, ben évidemment, on va shpiler sur les marchés beaucoup plus facilement. Il y aura beaucoup plus de volatilité des titres. Et globalement, ceux qui vont faire ces basculements, ils vont aller plutôt dans le private equity, ça on ne le sait pas parce que la liquidité n'est pas la même, mais on peut dire qu'au moins dans une perspective d'attente et avec une recherche de dividendes forts, puisque ce dividende fort ne sera taxé qu'à 30, on risque d'avoir ça, ces investissements sur des titres cotés, qui ne seront peut-être pas forcément des titres de cotation française. Ça, il faut le savoir, mais ça sera sur du titre coté. On ne financera pas l'économie française, qui était quand même l'ambition de départ. Pour cette partie-là, on ne le sera pas. L'impôt sur la fortune immobilière, pour terminer sur ce chapitre-là, on peut dire que ça devient un super impôt sur l'immobilier désormais, c'est ça? Si on cumule l'impôt sur le revenu avec une éventuelle contribution exceptionnelle sur le revenu d'une certaine période, 4%, la CSG plus 1,2, et donc, bah oui, ça devient un super impôt sur l'immobilier, ça c'est clair. Donc le rendement de l'immobilier va en être affecté. Quelles vont être les conséquences? Est-ce que ce sera une hausse des loyers? Ou est-ce que ce sera une perte de valeur du capital, mais qui rendra quand même peut-être le sujet intéressant, parce que si je maintiens mes loyers avec un capital qui diminue, j'ai toujours du rendement. Donc il va falloir regarder ce que vont faire les propriétaires. Bon, et s'agissant, on a eu l'information des CPI, les OPCI, la pierre papier, on ne sait pas si ce serait dans l'assiette taxable à l'IFI. Et les SIC également. Oui, ça sera dedans. Ça y serait. Alors en fait, on change le principe de ce qu'on appelle, qui est un système bien français, bien franchouillard, de la prépondérance immobilière. La prépondérance immobilière, c'est l'effet relatif qui existe entre du capital en immobilier dans une même société et du capital qui n'en est pas. Dès lors qu'on a plus de 50% de cet actif, et on compare que les actifs et pas les passifs, à ce moment-là, on est à prépondérance immobilière. Dans le cas des plus-values, on vous demande de l'être sur 3 ans, pour avoir la prépondérance immobilière, et dans le cadre des droits d'enregistrement, on vous demande de l'être sur 1 an. Là, il n'y a plus de prépondérance immobilière au cas particulier de l'IFI. Ce qui veut dire qu'en fait, on va chercher dans votre patrimoine l'immobilier, on va le prendre comme on le fait, en général, dans le cas des pratiques qui existent entre la France et les non-résidents. Ce n'est pas problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des biens qui ne sont pas taxés, parce qu'ils n'étaient pas en prépondérance immobilière, des titres, et les titres vont l'être pour la fraction de l'immobilier qui vont l'être. Donc on élargit la base. Et donc vous avez une pauvre structure avec tout au fond votre maison de famille qui vous disiez je n'étais pas prépondérance immobilière.
Fini. On se fiche de la prépondérance Et immobilière, on va chercher le bien. Et on le remet dans l'assiette taxable. Et on le remet dans l'assiette taxable. Alors, il y a probablement des impôt codes, des sur la mécanismes d'évaluation, mais vous le remettez dans l'assiette taxable. Allez, on parle aussi du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, 30%. Un mot sur les intérêts, les dividendes, on en a beaucoup parlé. Les grands gagnants, on l'a déjà dit, mais on le répète pour être sûr d'être bien clair, c'est celles et ceux qui ont une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%. Pour eux, c'est tout bénéfice. 30%, ils ont un gain d'un peu plus d'un point, et après, évidemment, à 45%. Et s'ils sont à 45% avec toute la sauce qu'on évoquait, l'augmentation de CSG, la contribution exceptionnelle sur les revenus, clac, on capte à 30%, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus confortable, c'est visible, c'est lisible, c'est ce qui avait été annoncé. Et pour les dividendes et les intérêts. On voit celles et ceux qui sont en dessous de 30% au taux marginal d'imposition, eux, ils pourront rester au régime normal. Ils pourront rester au régime normal. Et là, eux, dans tous les cas, si aujourd'hui on était à 23,74, en incluant une CSG déductible, comme je l'ai marqué dans ma légende, à 15,5, quand on va être à 17,2, eh ben, ils vont payer un peu plus, parce qu'ils auront, eux, la CSG. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, eux, ils vont se taper la hausse. Donc, eux, dans tous les cas, il y a une augmentation qu'ils vont supporter, puisqu'il y aura cette CSG. Alors que dans l'autre cas, à 30%, on est bien capé. Sur les plus-values. Alors, sur les plus-values. Ce prélèvement forfaitaire unique à 30%. La première chose, les perdants, c'est ceux à qui on a dit, vous attendez, vous avez une prime, ils ont vu les marchés bouger, ils ne sont pas sortis. Une prime pour rester longtemps. Pour détenir longtemps ces actions. Et là, ceux-là, on leur dit, tant pis mon ami, tu es resté longtemps, mais c'est pas grave, tu seras taxé comme les autres. C'est la parabole des vendangeurs, vous savez ça. Il n'y a plus de prime à la fidélité dans ce pays. Il n'y a plus de prime à la fidélité. Et donc, mais ça veut dire qu'il va falloir réagir rapidement, et que s'ils ont des arbitrages à faire, il faut les faire maintenant. Donc pour toutes celles et ceux qui ont des abattements, ils vont faire la gueule, non? Eh ben oui. Sauf les pigeons, parce que pour les pigeons, on maintient leur... Rappelez-moi un peu les pigeons. Là, les pigeons, c'était le super abattement qui permettait d'avoir une baisse je recherche mes petites notes, mais vous savez, ceux qui pouvaient avoir un taux d'imposition réduit, justement en tenant compte de l'abattement. Là, vous avez un abattement de 30%, plus sur un super abattement de 500 000 €, etc. Donc, on maintient le régime à l'identique pour eux. On considère que ces jeunes entrepreneurs dans des PME, etc., vont pouvoir bénéficier de ce régime. Et là, donc là, on est conforme aussi à ce qu'avait dit le président de la République. Je veux favoriser ces jeunes entreprises. Abattement de 85%. 85%. Dans quel cadre? J'ai un trou de mémoire. Dans le cadre, et je ne l'ai pas sur mes notes non plus, bravo. Les deux, on est plantés. Bravo, c'est moi le fiscaliste. Enfin, je suis supposé l'être. Et donc, il y avait deux choses. Une chose qui va être supprimée, c'est ou qui tombe à la fin de l'année, c'est le départ pour la retraite. Pour la retraite. Donc là, on est sur les 85%. Et pour les... comment dire On va s'exciter, on en fera un sujet une prochaine fois, c'est pas très grave. Il nous reste un mot, la taxe d'habitation, Maître Barré. Il y aura des perdants? Le gouvernement dit non, il n'y aura pas de perdants, ça baissera de 10 milliards en 3 ans. Il y aura des perdants ou pas? On va voir ce que vont faire les communes, mais tout le monde se dit que les communes qui vont avoir moins de taxe d'habitation vont se repaître de ceux qui la paient. Donc il y aura probablement des augmentations de taxes d'habitation. Enfin, on ne préjuge de rien évidemment, mais on se dit que c'est pas, il n'y a pas une inclination effectivement. C'est plus facile d'augmenter généralement que de diminuer. On a vu ça ces dernières années. Bon, voilà. Merci à vous. Merci pour ces explications. Maître Jérôme Barré, avocat associé, avocat fiscaliste associé au cabinet Franklin. Merci beaucoup. Merci David.